Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence live Before Bank. C'est le printemps, c'est aussi la saison des amours et qui dit amour dit mariage peut-être. L'occasion de se poser quelques questions à propos des contrats de mariage et des conséquences patrimoniales. Et oui, il y en a, on n'a pas toujours la tête à ça quand on se marie, mais vous allez le voir, c'est quand même un sujet qui a son importance quand tout va bien, quand ça va moins bien, qu'on doit envisager après quelques temps un divorce et en cas bien sûr de décès, car les questions et les enjeux patrimoniaux autour de la transmission sont importants. Alors pour parler de tous ces sujets, on a deux experts, deux spécialistes autour de la table. Muriel Gamet tout d'abord. Bonjour Muriel. Bonjour toi. Bonjour maître. Vous êtes notaire chez Chevreul Notaire, spécialiste de ces questions patrimoniales. Vous êtes la responsable du département de droit patrimonial. Et puis à vos côtés, on retrouve Robin Massonneau. Bonjour Robin, spécialiste de la fiscalité pour mieux vivre votre argent. On avait eu le plaisir de vous recevoir déjà au cours d'une précédente conférence live. Eh bien, écoutez, on va commencer par le commencement. Muriel, j'imagine que vous croisez beaucoup de jeunes ou moins jeunes tourtereaux qui viennent vous voir et qui vous demandent voilà, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier en termes de contrat. Commençons par la base. Commençons par la base. Un régime matrimonial doit être adapté à sa situation. Il faut donc consulter et savoir quelle est la situation professionnelle, l'évolution éventuellement patrimoniale que nous allons avoir pour choisir un régime matrimonial adapté. Parce qu'il y en a plusieurs, des régimes matrimoniaux. On a posé la question sur le site Votre Argent. 13% sont en communauté de biens, meubles et acquets, 30% communauté de biens réduites aux acquets, communauté universelle 24%, 30% séparation de biens et participation aux acquets 3% sur les 900 qui ont répondu. Est-ce que ça correspond à peu près au paysage français ? Oui, ça correspond au paysage français en fonction des générations qui sont... Oui, tout à fait. Ça correspond exactement en fait, aux statistiques qui peuvent être données par le ministère de la Justice. Statistiques qui ne sont pas parfaitement au point, mais qui sont tout de même un bon indicateur. Est-ce qu'il y a un régime spécifique, un régime clé, miracle ? Parce que, on peut aussi se poser la question, ou est-ce qu'il faut rentrer dans les arcanes en fonction, en effet, des situations des uns et des autres ? Le régime de séparation de biens est toujours beaucoup plus adapté dès lors qu'on a une problématique professionnelle. Des créanciers professionnels ont donc un champ d'application plus restreint. Et le non-professionnel a son patrimoine qui est sauvegardé grâce à ça. Donc en gros, l'idée c'est si on veut créer son entreprise ou qu'on est chef d'entreprise, on se tourne directement sans réfléchir sur la séparation de biens. Ah oui. Mais ce n'est pas aussi simple parce que chemin faisant, l'entrepreneur augmente sa galette, en fait, crée un patrimoine et à la fin, on peut se retrouver avec une personne qui a un patrimoine, qui s'est mariée en séparation de biens et dont l'épouse, par exemple, serait restée pour élever les enfants à la maison et est vulnérable, fragilisée. Pas fragilisée, elle a tout de même des droits en cas de succession ou même en cas de divorce. Mais c'est vrai qu'elle est désavantagée si l'époux a développé son entreprise, l'a fait grossir et se retrouve avec un patrimoine très fortement valorisé. En cas de divorce ou de décès, c'est vrai que l'épouse survivante va se trouver lésée, enfin d'une certaine façon lésée. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Alors, il aurait fallu peut-être l'envisager avant, c'est-à-dire qu'un contrat de séparation de biens ne peut pas n'être qu'un contrat de séparation de biens pur et simple. On peut adjoindre un certain nombre de clauses, qui peut être l'adjonction d'une société d'acquet, par exemple, qui viendrait mettre des biens en commun, certains biens qui seraient définis, on pense tout de suite à la résidence principale, le logement de la famille ou les meubles meublants. À ce moment-là, l'épouse est quand même propriétaire d'une quote-part de ce bien-là, et on va dire que le statut de ce bien-là est indivis. Il y a d'autres formalisations de clauses qui seront éventuellement faites. En matière de décès, effectivement, le régime matrimonial est important, mais c'est également le testament ou la donation entre époux qui va conférer des droits plus importants au conjoint survivant. Et là, on est dans deux éléments qui peuvent être cumulatifs et qui n'auront pas les mêmes effets. D'accord. Oui, je Robin. voulais ajouter quelque chose. En fait, ces clauses, ce qu'on appelle ces clauses matrimoniales, sont des clauses que vous adjoignez, que vous ajoutez à un contrat de mariage et qui permettent effectivement, comme vous le faisiez remarquer, de le moduler et d'avantager l'époux survivant
par exemple en lui permettant de recevoir tel bien, ce qui ne serait peut-être pas le cas justement si cette clause n'avait pas été adaptée. Donc ça permet ça donne une grande souplesse en fait au contrat de base initial qui a été adopté. Vous êtes d'accord, je pense? Oui, tout à fait. Oui. Qui est-ce qui adopte la communauté universelle? Qui est-ce qui a intérêt à l'adopter? Qu'est-ce qui a intérêt à l'adopter? Le cas le plus classique, je dirais, c'est le couple d'un certain âge, sans enfants, et qui sont mariés et qui veulent absolument assurer aux survivants la totalité du patrimoine, puisque c'est l'avantage de la communauté universelle. Mais ça peut aussi très bien être recommandé à des personnes qui justement ont été sous le régime de la séparation pendant la période de l'activité du mari ou de l'épouse et qui, passés au moment de la retraite, vont vouloir favoriser l'époux en modifiant leur contrat initial. Mais si je vous entends bien, c'est quelque chose qui est réservé plutôt à une catégorie plus âgée, en deuxième partie de mariage, on pourrait dire, pas Exactement. à l'entrée. Oui. En deuxième partie de vie, c'est un régime matrimonial sur lequel il faut être extrêmement vigilant, si ce n'est pas à proscrire quand on a des enfants d'un lit précédent. On tombe dans une difficulté qui pourrait être pour les enfants du précédent lit de voir leurs droits spoliés vis-à-vis de la communauté universelle. Ils ont un droit qui est une action en retranchement qui est techniquement très compliquée et dont on sera extrêmement vigilant à ne pas faire adopter une communauté universelle à des époux dont l'un a des enfants de premier lit. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, il faut l'expliquer à nos auditeurs, c'est que si vous adoptez une communauté universelle avec votre seconde épouse alors que vous avez des enfants d'un premier lit, monsieur décède, madame, qui est la seconde épouse, est propriétaire de la totalité des biens et juridiquement n'a pas de lien de parenté avec les enfants de son époux. Donc ces enfants n'héritent pas à son décès et se trouvent en quelque sorte spoliés.